Alors, on va commencer dans 2 minutes. Merci beaucoup. Votre Rosalie, micro est you're on fermé. mute. Ça, je vois ça. Excusez-moi. Alors, je reprends. Bonsoir et bienvenue à notre série éducative. Je me présente, je m'appelle Rosalie Sarassois, je suis la directrice de l'engagement communautaire et bénévolat pour l'Est du Canada. Et au nom de FRDJ Canada, nous aimerons vous souhaiter la bienvenue à notre série éducative Parlons d'été 1. Nous sommes ravis de vous présenter plus d'informations ce soir sur la thérapie cellulaire. Notre conférencier, le Dr. Stephen Paraskevas, disposera d'environ 30 minutes pour sa présentation et après, on l'ouvrira à vos questions. FRDJ est un chef de file mondial dans la lutte contre le diabète de type 1, le DT1, à la fois par la recherche, le financement et la défense d'intérêts. FRDJ soutient également les personnes et les familles de la communauté du DT1 dès le moment du diagnostic, en aidant les personnes vivant avec le DT1 à avoir une vie meilleure, plus saine, plus sûre, en travaillant pour trouver une guérison. J'aimerais commencer par reconnaître respectueusement que je suis sur la terre de Jojagé, qui signifie Montréal. Et je reconnais que nous nous trouverons, que moi je me trouve sur les terres traditionnelles des peuples Kanien'kehá:ka, Mohawk et Haudenosaunee. Alors, la série éducative propose des informations sur un nouveau sujet à peu près chaque 2 mois, mais notre prochaine session aura lieu le 26 novembre sur l'autogestion et le DT1. Nous organisons également une série de discussions virtuelles le 4e mercredi de chaque mois. C'était hier, en effet, mais le prochain sera le 27 novembre. Alors, pour quelques articles ménagers et techniques, nous avons une fonction de lever la main. Si vous avez besoin d'une précision pendant la présentation, vous pouvez lever la main, mais nous encourageons les questions à la fin de la session. Vous pouvez aussi mettre vos questions dans le chat. Et après, on va aller par question qui est dans le chat après la conférence. Alors, n'hésitez pas à mettre des questions dans le chat. N'hésitez pas aussi à quitter la réunion si vous souhaitez, si vous ne pouvez pas rester, parce que ça va être sur la chaîne YouTube demain. Et nous fournirons aussi une adresse courriel si vous avez des questions après. Alors, guérir le DT1 est l'objectif principal de FRDJ et de bon nombre des 300 000 personnes vivant avec le DT au Canada et leurs familles. La thérapie cellulaire est l'une des voies de recherche les plus actives et les plus rapides dans ce domaine. Mais de quoi s'agit-il et de quelles mesures ces approches sont-elles sur le point de vue de devenir une réalité? La thérapie cellulaire fait généralement référence au remplacement, la transplantation, de cellules productrices d'insuline qui réagissent au glucose et qui sont détruites chez une personne atteinte de diabète de type 1, dans le but de permettre à cette personne de produire à nouveau sa propre insuline. Dr. Stephen Paraskevas est le chirurgien transplantologue
directeur de transplantation de pancréas d'îlot de Langerhans, directeur de recherche en transplantation au CUSUM et professeur département de chirurgie et faculté de médecine de sciences de la santé à l'Université McGill. Veuillez noter que nous ne pouvons pas répondre à des questions personnelles et trop médicaux, mais en général. Alors, à vous la parole, Dr. Paraskevas. Merci, Rosalie. Bonsoir, tout le monde. Merci pour votre temps ce soir, assister à ce webinaire aujourd'hui. Comme Rosalie a dit, je suis chirurgien transplanteur au Centre universitaire de santé McGill à Montréal. Je suis également responsable du programme de transplantation d'îlots pancréatiques ici à McGill et je participe à plusieurs essais cliniques de thérapie cellulaire et de produits liés au traitement de diabète de type 1 par remplacement cellulaire. Je suis reconnaissant ce soir au FRDJ Canada d'avoir organisé cet événement et d'avoir appuyé la mission de nombreux chercheurs et scientifiques de partout au pays qui partagent notre vision de guérir le diabète. Bon, je vais aborder plusieurs sujets ce soir, en commençant par les bases de la thérapie cellulaire et les obstacles de la réponse immunitaire à toute cellule transplantée. Nous aborderons la norme actuelle de la transplantation d'îlots pancréatiques, ses résultats, ses risques et ses avantages. Puis nous passerons à l'avènement des îlots générés par des cellules souches. L'essai Vertex actuel et ses résultats provisoires seront discutés. Je présenterai ensuite quelques données préliminaires sur les essais impliquant des dispositifs d'ingénierie qui peuvent protéger les cellules transplantées de la réponse immunitaire. Et enfin, je discuterai de certaines publications récentes sur la capacité de générer des îlots personnalisés à partir des propres cellules souches d'un individu et comment cela pourrait aider certaines formes de diabète. Mais permettez-moi de passer en revue quelques concepts de base. Le pancréas, comme peut-être tout le monde croit, est un organe à l'arrière du haut de l'abdomen qui a un double rôle lié à la digestion et au métabolisme des nutriments. 99% de l'organe est du tissu glandulaire qui fabrique des enzymes digestives qui nous permettent d'absorber les aliments que nous mangeons. Dispersés dans ce tissu sont les îlots de Langerhans, des minuscules grappes de cellules qui fabriquent des hormones, principalement l'insuline et le glucagon, qui nous permettent de contrôler le niveau de glucose dans notre sang. Les cellules d'îlot qui fabriquent et sécrètent de l'insuline sont appelées les cellules bêta, comme probablement la majorité de vous déjà croient. Dans les différents tissus de notre corps, l'insuline agit sur les récepteurs. Oups, excusez-moi. N'avance pas. OK, voilà. L'insuline agit sur des récepteurs comme une clé dans une serrure. L'action de cela est de permettre au glucose d'entrer dans la cellule, comme ça ici, où il est nécessaire pour l'énergie et toutes les fonctions cellulaires. Notre système immunitaire a évolué pour nous protéger contre des bactéries et des virus qui pourraient envahir le corps et nous menacer. Il le fait en étant capable de distinguer nos propres protéines et marqueurs moléculaires de ceux qui ne sont pas les nôtres. Chez les personnes atteintes de diabète de type 1, le système immunitaire échoue et réagit par erreur aux protéines sur la cellule bêta, ce qui entraîne une attaque par divers types de cellules, ici,
qui finissent par détruire toutes les cellules bêta du pancréas. Incapables de produire leur propre insuline, les personnes atteintes de diabète doivent compter sur des injections de l'hormone afin de maintenir une glycémie normale et de pouvoir utiliser le sucre qui est essentiel pour la vie. Comme beaucoup d'entre vous, c'est ça, peut-être la prise d'injection d'insuline est une façon imparfaite de contrôler la glycémie. Une façon de permettre à une personne de fabriquer sa propre insuline est appelée transplantation d'îlot. Il s'agit de la première et la plus largement administrée forme de thérapie cellulaire pour le diabète. Dans la Excusez, transplantation... Dr. Paraskiva, je pense que c'est pas là. Là, c'est mieux. Il faut comme cliquer 2 fois. Oui, ça vient juste de sortir. Parfait. OK, excusez-moi. Dans la transplantation d'îlot, le pancréas d'un donneur décédé est prélevé de la même façon, même manière que les autres organes pour la transplantation. Mais dans un laboratoire spécial comme celui que nous avons au CUSM, le pancréas est digéré par un mélange spécial d'enzymes. Et les cellules acinaires, celles qui produisent des enzymes digestives, et les îlots entiers sont séparés l'un des autres parce que les îlots sont plus légers et en densité que les cellules acinaires. Nous sommes en mesure de produire une préparation purifiée uniquement des îlots. Et ceux-ci peuvent être injectés dans un receveur atteint de diabète de type 1. L'injection est dans le foie, effectivement, qui n'est pas blessé par ce processus. D'autres tissus, y compris par exemple le pancréas, ne seraient pas en mesure de gérer ce genre d'injection sans être endommagés. Heureusement, les îlots sont capables de survivre et de fonctionner dans le foie, où ils recommencent à produire de l'insuline au besoin. Chez de nombreux receveurs, la glycémie revient à la normale sans qu'il soit nécessaire d'injecter de l'insuline. Le contrôle du sucre devient plus précis. Voici quelques photos illustrant le processus d'isolement des îlots du pancréas. Ici, le pancréas dans le panneau A avec les tissus environnants, la rate et le duodénum qui sont enlevés maintenant dans le panneau B. Ici, dans le panneau C, le pancréas est injecté avec la solution enzymatique. En D ici, on se trouve dans un bioréacteur appelé le chambre Ricordi, où la dissociation du pancréas a lieu. Dans E, nous voyons le tissu pancréatique dispersé. Une tache spéciale est utilisée qui colore les îlots en rouge foncé. Vous pouvez voir certains îlots ici. Dans F, nous avons le tissu total produit par la dissociation. Il est ensuite séparé dans une centrifugeuse spéciale en G, et nous obtenons une préparation pure d'îlots représentée dans le panneau H. Il s'agit d'une photo de notre personnel spécialement formé effectuant un isolement d'îlots. Et la greffe est effectuée par un radiologiste interventionnel. Voici, c'est une photo de Dr. Galix, Benoît Galix, l'un de nos radiologues, effectuant une greffe d'îlot. Sur l'écran devant lui, vous pouvez voir les vaisseaux du foie du patient visualisés comme un petit cathéter est inséré dans la veine porte. Et le patient est éveillé avec juste un peu d'anesthésie locale sur leur côté droit. La procédure prend environ 45 minutes. Voici les îlots. J'essaie à vous montrer une petite vidéo. Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir les îlots qui entrent dans le système hépatique par ce tube intraveineux.
Ils ressemblent de minuscules grains de sable. Avant que cela ne se produise, les personnels du laboratoire les a soumis à une série de tests pour assurer qu'ils sont sûrs, qu'ils sont vivants, qu'ils fabriquent activement de l'insuline. Le laboratoire actuellement travaille pendant 3 longues journées pour produire un lot d'îlots comme celui-ci. Donc, maintenant, un problème est que les îlots vont certainement dans un environnement hostile chez le receveur. Juste pour passer en revue, dans le contexte de diabète de type 1, les cellules immunitaires anormales et autoréactives, telles que ce lymphocyte cellule T, équipé de récepteurs et chargé de granules de protéines létales, de cytokines qui tuent les cellules qu'elles identifient, réagissent contre des protéines, les autoprotéines normales, sur la surface de la cellule bêta. Cela provoque une attaque qui peut tuer la cellule bêta. Lorsque nous transplantons des cellules bêta d'un individu à l'autre, les protéines des cellules bêta semblent légèrement différentes du système immunitaire du receveur. Ces protéines maintenant, protéines non-soi, déclenchent des cellules immunitaires normales et saines. Parce que les protéines non-soi ont l'air différentes, ces cellules alloréactives attaquent les cellules bêta transplantées. Ce processus qui peut se produire dans n'importe quelle cellule ou organe transplanté est ce que nous appelons le rejet. Afin de freiner le rejet, nous donnons au receveur des médicaments spéciaux qui inhibent les cellules alloréactives et empêchent la greffe d'être attaquée. Mais les médicaments anti-rejet sont bons pour aider le greffon à survivre, mais ils ont des effets secondaires indésirables. Par exemple, il peut affaiblir notre système immunitaire en général, de sorte qu'il ne répond pas à un vaccin comme il devrait. En raison du besoin de médicaments anti-rejet, la décision d'accorder à quelqu'un une greffe d'îlot comporte une analyse de risques et bénéfices. En général, les personnes qui pourraient bénéficier d'une greffe d'îlot ont de graves problèmes de contrôle de la glycémie ou la conscience de l'hypoglycémie et peuvent avoir des sucres dangereusement faibles sans le savoir, ou qui prennent déjà des médicaments anti-rejet comme les personnes qui ont eu une greffe de rein parce qu'elles ont perdu la fonction rénale en raison de leur diabète. L'avantage, cependant, devient de plus en plus clair. Nous pouvons prendre quelqu'un comme le patient pré-greffe à gauche, qui est dans la gamme normale de sucre seulement 16% du temps, et le transformer en notre patient post-greffe sur la droite, qui est dans la gamme normale 99% du temps. Également, une bonne nouvelle de l'équipe d'Edmonton, cette publication montre que les îlots transplantés peuvent fonctionner jusqu'à 20 ans. Dans cette publication, le groupe a souligné que certains patients avaient une fonction de greffe stable, la groupe indiquée dans la couleur orange, tandis que d'autres receveurs perdent leur fonction au fil du temps, le groupe indiqué en vert. Ici, nous voyons le peptide C à jeun. J'espère que mon laser pointer est visible ici. Ici, nous voyons le peptide C à jeun qui étant tout à fait normal dans le groupe orange au fil des ans.
De même, ils ont bénéficié d'un score bêta 2. C'est une échelle qui mesure la force de la fonction des cellules bêta greffées. Donc, l'échelle bêta 2 reste presque normale pour toutes ces 20 ans. Dans le volet inférieur, nous voyons leurs unités d'insuline totale utilisées en pourcentage de leur taux de pré-greffe. La plupart du groupe orange est resté près de 10 à 20% de leur utilisation normale d'insuline, indiquant combien mieux leur contrôle est comparé auparavant. La groupe orange a également apprécié une hémoglobine glyquée normale sur le panneau en haut, une mesure de stabilité de la glycémie et finalement l'aspect clé à l'amélioration de leur santé. Et dans le volet inférieur est le niveau de glucose à jeun, encore très très normal chez un grand pourcentage des receveurs. Ainsi, bien que la transplantation d'îlots fonctionne clairement, il existe des limites importantes. Tout d'abord, la dépendance à l'égard des donneurs d'organes est problématique. Relativement peu de donneurs d'organes se qualifient pour donner leur pancréas. Et la procédure pour purifier les îlots est difficile et coûteuse. Souvent, une injection d'îlot d'un donneur n'est pas suffisante. Et il peut donc prendre 2 ou 3 injections différentes pour stabiliser les sucres d'une personne. Et bien sûr, comme mentionné, le besoin de médicaments anti-rejet est une autre limitation importante. Mais nous assistons maintenant à un développement qui pourrait changer le domaine de façon permanente. Le Dr. Douglas Melton, chercheur à Harvard en biologie de développement et père, il faut dire, de 2 enfants atteints de diabète de type 1, a consacré près de 20 ans de sa carrière à ce qui est essentiellement représenté dans ce diagramme et dans cet article. Le protocole reproductible pour la maturation évolutive et à grande échelle des cellules bêta à partir de cellules souches pluripotentes. Les cellules souches sont une population naturelle de cellules en chacun de nous qui conservent le potentiel génétique pour devenir n'importe quel type de cellule mature dans le corps. Ce processus, développé laborieusement au cours de décennies vraiment de recherche, active et désactive certains gènes particuliers dans un ordre précis, récapitulant la façon dont les cellules bêta se développent naturellement pendant le développement gestationnel. Le résultat est les cellules mûres avec les marqueurs extérieurs de cellules bêta naturelles qui répondent au glucose, fabriquent et emballent l'insuline dans les granules sécrétoires et la sécrètent en quantité comparable aux cellules naturelles en réponse aux défis multiples et séquentiels de glucose. La définition effectivement d'une cellule bêta adulte est disponible en quantité pratiquement illimitée. Voici donc où nous nous trouvons en 2024. Nous avons maintenant généré artificiellement une source des cellules bêta fonctionnant normalement dans des receveurs humains. Le défi de la source cellulaire semble avoir été relevé. Nous avons toujours la question de la protection de ces cellules contre les attaques immunitaires. N'oubliez pas que les cellules souches utilisées par ces entreprises sont des cellules souches provenant de donneurs humains. Ils seront perçus par le système immunitaire de n'importe quel receveur comme non soi et soumis au rejet d'allogreffe.
Ainsi, même ces cellules ont besoin d'anti-rejet afin de survivre dans leur receveur. L'objectif de beaucoup de recherches est maintenant de trouver un moyen de les protéger contre les attaques immunitaires. L'essai le plus avancé des îlots générés par les cellules souches est celui de Vertex. Excusez-moi, ici, les diapositives que j'ai reçues de Vertex sont en anglais et je n'ai pas les traduits. Je vais expliquer exactement qu'est-ce qu'ils disent. Ils sont des diapositives qui sont présentées à une réunion récemment. Certains d'entre vous connaissent peut-être l'essai clinique VX 880. C'est ce qu'on appelle maintenant le protocole Forward. Il inscrit des patients atteints de diabète type 1 et d'événements hypoglycémiques récurrents graves. Les îlots générés par les cellules souches sont transplantés d'une manière identique aux îlots de donneurs décédés dans le foie avec le receveur prenant des médicaments anti-rejet standards. Ici, encore données présentées à la réunion de l'American Diabetes Association en mois de juin de cette année. À ce moment-là, 12 participants avaient reçu ces îlots et tous ont montré une fonction excellente depuis les premiers mois post-greffe. 11 des 12 participants ont montré au moins une réduction des besoins d'injection d'insuline. 7 des 10 qui avaient terminé 180 jours après la greffe n'utilisaient plus d'insuline. Et si vous pouvez voir les données des capteurs glycémiques de ces participants, comme vous pouvez le voir, la fonction continue à s'augmenter, à s'améliorer au cours des 12 premiers mois. Ici, au M12, c'est les 3 participants qui sont suivis jusqu'à un an et leur time in range était maintenant à 95%. Mais il convient de noter que ces patients prennent toujours leur anti-rejet et cela vient avec tous les risques et les dangers potentiels qui ont toujours été associés à eux. La prochaine étape, celle de la protection des îlots afin qu'aucun anti-rejet ne soit nécessaire, est au centre du prochain essai du Vertex, initialement appelé 264, et maintenant connu sous le nom de Upward. Dans l'essai Upward, les îlots générés par les cellules souches, le même produit que le Forward Study, seront mis dans un dispositif d'ingénierie et implantés dans le paroi abdominal du participant. L'appareil est conçu de manière à empêcher les cellules immunitaires à entrer tout en laissant l'oxygène et les nutriments entrer pour nourrir les cellules et l'insuline et le glucagon de sortir. L'essai évaluera l'innocuité et la tolérabilité de ces dispositifs. Les participants ne recevront aucun médicament anti-rejet. Comme vous voyez ici, les mesures sélectionnées sont plus le safety and tolerability, la sûreté et la tolérabilité de ces dispositifs, pas vraiment l'insulino-indépendance elle-même. C'est une mesure secondaire de voir peptide C ou insuline ou diminution des besoins de l'insuline. D'autres entreprises ont commencé leur propre essai aussi. Ici, Cernova, une entreprise canadienne,
a mis au point un dispositif de type échafaudage qui pourrait contenir des médicaments modulant le système immunitaire à l'avenir. Ils ont d'abord voulu tester la capacité des îlots à suivre dans l'appareil qui est implanté simplement sous le peau. Ces patients ont reçu des îlots de donneurs décédés de la mode standard et dans le foie et avec des médicaments anti-rejet. Une petite quantité de ces îlots ont été placés dans l'appareil qui s'appelle Cell Pouch. Tous les participants avaient une fonction normale et chez certaines de qui l'appareil a été retiré, des îlots vivants ont été trouvés dans l'appareil. Cela suggère que le dispositif est capable de soutenir les cellules implantées. Et on attend maintenant la stratégie de modulation immunitaire, cependant, qui n'a pas encore été développée. L'encapsulation des cellules n'a pas besoin d'impliquer de grands appareils avec le problème de fournir suffisamment de diffusion d'oxygène pour maintenir les cellules en vie. Pendant des années, la micro-encapsulation a été très populaire. Cela impliquait de faire des petites bulles d'un matériau appelé alginate qui contiendrait un seul îlot dans chacun. Aujourd'hui, ce principe a été encore raffiné dans un processus appelé revêtement conforme, conformal coating. Cela couvre les cellules dans une très fine couche de matériaux qui empêche les cellules immunitaires de se fixer sur les cellules des îlots. Elle est si mince que la diffusion de nutriments et de l'oxygène ne sont pas un problème. Et les cellules enrobées de ces matériels démontrent la teneur normale en insuline. Ils sont très vivants, comme dans le panneau à gauche. Et, et, et après avoir été transplantés en modèles animaux, ils démontrent de la fonction normale. Leur potentiel n'est pas encore au niveau d'essai humain, mais pourrait être bientôt. Mais certaines solutions plus nouvelles peuvent encore rendre l'encapsulation obsolète avant qu'elle ne devienne disponible. Dans une autre vraie première, un groupe en Chine a pris des cellules adipeuses d'une femme atteinte de diabète de type 1 et d'une greffe de foie précédente. Ils ont isolé de ce tissu des cellules souches d'eux et les ont différenciées en îlots. Et on a transplanté ces îlots dans le paroi abdominal de la patiente. Elle a démontré la fonction robuste avec les besoins d'insuline tombant à zéro dans le panneau en haut. Et le temps dans la gamme allant jusqu'à environ 98%. Son hémoglobine glyquée, dans le fond, se stabilise à un niveau très normal dans le panneau D. Cette personne est sous traitement anti-rejet pour sa greffe de foie, il faut souligner. Ce qui est vraiment excitant malgré ça à ce sujet, c'est la capacité de produire des îlots individualisés pour quelqu'un à partir de leur propre tissu. Cependant, comme ces cellules exprimant l'autoprotéine pourraient être attaquées par des cellules immunitaires autoréactives, comme j'ai dit en avant, et nous ne savons pas ce qui leur arrivait si la personne n'était pas sur l'anti-rejet. Nous ne savons pas vraiment ce qui va leur arriver dans tous les cas, puisque les médicaments anti-rejet ne fonctionnent pas aussi bien à long terme contre l'immunité autoréactive. Mais c'est un grand pas en avant, en effet. Alors voilà, nous y sommes.
une période passionnante pour les options de traitement pour les personnes souffrant de diabète de type 1. Nous avons des îlots de donneurs décédés à gauche. Ils deviennent de plus en plus largement disponibles au Canada et qui montrent des signes de stabilité fonctionnelle qui s'étendent sur de nombreuses années. Cette option s'accompagne de risques connus d'anti-rejet, mais elle est par ailleurs sûre et peut-être très efficace. Elle est limitée, ce traitement, par la disponibilité de tissus des donneurs d'organes. Au milieu, maintenant, l'avènement des îlots générés par les cellules souches qui pourraient être faits comme une greffe standard en utilisant l'anti-rejet. Et cette innovation à elle seule augmentera considérablement la disponibilité de la transplantation d'îlots en éliminant la contrainte de tissus de donneurs. Nous ne savons pas encore combien cela coûtera et cela pourrait avoir une incidence, un impact sur le rythme auquel il est adopté par les systèmes de santé publique comme celui au Canada. Mais au moins d'un problème majeur, cela sera probablement disponible dans le délai de 5 à 10 ans. Ensuite, vous avez à droite les îlots de cellules souches générés à partir de tissus autologues. Nous ne sommes encore qu'aux premières étapes, mais le rapport est très prometteur. Cela fournira essentiellement des îlots autologues à l'individu et pourrait être une grande avancée pour les personnes atteintes d'autres formes de diabète, dont les îlots peuvent être dysfonctionnels ou ne pas produire suffisamment d'insuline. Pour le diabète de type 1, quelque chose devra être fait pour protéger les îlots du système immunitaire, soit avec les dispositifs conçus qui sont capables de maintenir les cellules vivantes à l'intérieur d'eux, ou en modifiant davantage les cellules générées pour réduire, éliminer complètement l'expression des protéines de soie qui stimulent une réponse immunitaire. De cette façon, vous n'auriez même pas besoin des cellules autologues, vous auriez un produit de cellules génériques qui ne serait en aucun cas rejeté. Ce n'est pas si tiré par les cheveux qu'il n'y paraît. Il y a déjà des chercheurs qui travaillent là-dessus dans de nombreux endroits, y compris certains au Canada, et des moments passionnants en effet. Et comme ça, je vous remercie pour votre temps ce soir et je suis heureux à répondre à vos questions. Super. Merci beaucoup, Dr. Paraskevas. Il y a 3 questions qui sont déjà dans le chat. Après, les gens peuvent lever la main, mais je vais commencer avec les questions dans le chat ici. Il y a quelques-uns que vous avez déjà répondu, mais on peut répéter. Aussi, première, c'est j'aimerais savoir comment sont sélectionnés les candidats pour une transplantation cellulaire et s'il y a des frais associés. Maintenant, partout, disons à Québec, en Ontario, en Alberta et Colombie-Britannique, la greffe d'îlot est soutenue par le système public. À Québec, il y a déjà 1 an et demi où le ministère de Santé a décidé de soutenir la transplantation d'îlot comme une thérapie standard. Comme j'ai dit avant, c'est toujours une analyse et quelquefois une analyse personnelle de risques et bénéfices. Nous expliquons clairement qu'est-ce que c'est la vie avec les anti-rejets, quels sont les risques, les effets secondaires. Ils sont légers et rares, mais ils sont importants. Et après
qu'on explique tout ça, on essaie avec chacun de nos receveurs à décider si ça vaut la peine. Si leur santé est excellente, leur contrôle est excellent, il n'y a aucune complication de leur diabète, peut-être il peut vivre mieux sans la transplantation. Mais pour autres qui ont des complications secondaires ou ont un contrôle problématique, ça vaut la peine de prendre les anti-rejet au lieu de continuer comme ça. Et la question qui est là en bas, c'est quoi les effets secondaires des médicaments anti-rejet? Mm-hmm. Premièrement, il affaiblit le système immunitaire. Donc, c'est le fonction de ces médicaments. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut poser un risque un peu plus grand que les infections ou les virus sont plus sévères. La grippe, le COVID peut être plus sévère. La puissance des vaccins peut être moins fort. On diminue notre capacité de répondre à un vaccin en produisant des cellules qui nous protègent contre la grippe ou le COVID ou autre chose. Donc, ce n'est pas ça à dire que les gens qui sont greffés sont incapables à répondre aux infections ou aux vaccins, mais c'est clair que l'effet est différent. L'effet d'un vaccin est moins fort et les infections, quelquefois, deviennent un peu plus longues ou un peu plus sévères. Peut-être la complication le plus important est à la long terme, 10 ans, 15 ans, 20 ans avec les anti-rejets, il y a une légère augmentation de le niveau de cancer dans certains cas. Pas une grande augmentation, mais aussi notre système immunitaire nous protège contre cellules cancéreuses dans notre corps. Affaiblit le niveau, la fréquence que certaines cellules se développent en cancer, c'est un peu plus grande. Combien, pour vous donner un chiffre, une augmentation peut-être 5 à 10% dans l'incidence de certains cancers pendant 10 à 20 ans avec les anti-rejets. Donc, ce n'est pas le cas où je prends les anti-rejets et dans 6 mois, je souffre d'une complication majeure. Mais ils sont là et ils sont connus. Rosalie, you're muted. Beaucoup de questions sur les transplantations de cellules souches. Si on fait ça, les transplantations d'îlots autologues. Celui-là, autologue, c'est celui de Chine. J'imagine que c'est la même chose que les cellules souches. Alors, autologue et souche par soi-même, c'est la même chose, c'est ça? Écoutez, ils sont tous, on transplante des îlots matures développés dans le laboratoire des cellules souches. Dans le cas de l'essai Vertex, les cellules souches sont de quelqu'un d'autre. Oui. Dans le rapport des investigateurs de la Chine, les cellules souches sont de personnes. Ils ont pris un petit biopsie de tissu de personne et ils ont purifié quelques cellules souches et les développé. On ne sait pas exactement combien de temps le processus a pris, mais ils ont développé une population d'îlots matures et ils ont les implantés dans la personne. Mais comme j'ai expliqué, à cause que le diabète de type 1 est une maladie immunitaire, malheureusement. Donc,
pour préserver la fonction de ces cellules autologues, il faut encore prévenir l'effet de l'immunité autoréactive qui peut détruire les cellules bêta à nouveau, comme il a détruit les cellules bêta dans le pancréas. Et ça vient à la prochaine question que plusieurs personnes ont demandé. S'il y a des recherches liées aux îlots autologues qu'on commence au Québec ou au Canada, est-ce qu'on a commencé des essais cliniques ou on est un peu... On est un peu loin Ouais. encore. Les essais cliniques en Amérique du Nord sont strictement réglés par le FDA aux États-Unis et par Santé Canada au Canada pour protéger les participants. Nous, à ce moment, Toronto, Edmonton et Vancouver, nous participons aux études de Vertex. Les cellules autologues à ce moment, c'est un rapport qui vient juste il y a quelques semaines. Ce n'est pas au niveau d'un essai clinique à ce moment. C'était un essai clinique en Chine. Il n'y a pas encore un essai clinique ici disponible pour nous, mais j'imagine que ça s'en vient. C'est ça. Et ça répond à toutes les autres questions aussi. Oui, quelqu'un a demandé les médicaments anti-rejet, on doit les prendre combien de temps? J'imagine toute la vie. Toute la vie, oui. Mais comme j'ai dit à tous les receveurs candidats chez nous, si j'ai une greffe cardiaque, je prends les anti-rejets, je ne peux pas les arrêter. Si je les arrête, mon cœur se rejettera et je suis mort du rejet. Si après quelques ans, on n'aime pas prendre les médicaments, on a une greffe d'îlot, on n'aime pas prendre les médicaments, on a un effet secondaire qu'on n'aime pas, on peut les arrêter et recommence à prendre l'insuline par pompe ou par injection sans vraiment un risque à la vie. Donc oui, les anti-rejets sont là aussi long que vous voulez protéger la fonction de votre greffon. Ah ben, alors on peut retourner en arrière avec celui-là si on veut. Pas comme le cœur. Alors ça c'est bon à savoir, mais on est limité par les donateurs du pancréas pour le moment. Oui, pour le moment, oui, mais nous faisons des efforts. Je crois que il y a une décision gouvernementale au ministère juste la semaine passée où on donne beaucoup plus de ressources à Transplant Québec, beaucoup plus de ressources à développer, à identifier les donneurs d'organes. Et je crois que ça va améliorer un peu la situation où on attend des donneurs compatibles. C'est ça. Et pour la dernière question qu'on a ici, c'est que Marie demande, vous avez dit que les cellules autologues étaient une thérapie prometteuse pour d'autres types de diabète. Peut-être elle a demandé sur un diabète 3C en particulier, mais pour d'autres types de diabète. Oui, une bonne question. Si, par exemple, le diabète n'est pas causé par un problème auto-immune, on peut utiliser ces îlots autologues pour remplacer ou augmenter la capacité de produire de l'insuline. C'est possible donc que ça sera un bon traitement comme c'est rapporté pour cause de diabète qui ne sont pas immunologiques. Pour le diabète de type 1, on n'est pas loin parce qu'on a la capacité maintenant
d'enlever ou de supprimer certains gènes plus facilement. Donc, on peut développer, nous avons les outils maintenant de développer îlots de cellules souches qui n'expriment pas d'antigènes, de protéines qui stimulent le système immunitaire. Et comme ça, on a une source illimitée de cellules où effectivement on n'a pas besoin de prendre des antigènes. Quand? C'est une bonne question, peut-être dans l'horizon de 5 à 10 ans, mais difficile à dire. Oui, parce que quelqu'un demande aussi si les cellules souches synthétiques. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça, Amira, de qu'est-ce qu'il pense. Il parle les outils exactement et les techniques, les là. outils sont tous là, mais du début de certains rapports jusqu'à la fin d'essais cliniques stricts et le feu vert des systèmes de santé publique, malheureusement, ça prend quelques années parce qu'on fait tout ça pour protéger les gens des produits, de certains produits qui peut-être ne sont pas sécuritaires. C'est ça. Alors, une dernière question. C'est toujours la question qu'on est posée ici à FRDJ. Question optimiste. Est-ce que vous pensez qu'on va guérir le diabète? Et dans oui, sûrement. combien de temps? Oui, sûrement. Okay. Ça arrive. Ça arrive. Oui. Et c'est ça. Alors, je pense, si vous avez des questions encore, vous pouvez nous envoyer un courriel à FRDJ Canada. Et aussi, alors, je veux dire un gros merci à vous, Dr. Paraskevas, d'être venu ce soir pour parler avec nous. On doit clôturer la session parce qu'on va commencer maintenant en anglais à 20 heures aussi. Alors, merci à tout le monde qui est venu aujourd'hui, ce soir, pour assister à cette séance. Un merci super spécial au conférencier Stephen Paraskevas. N'oubliez pas de consulter frdj.ca pour les dernières mises à jour sur l'événement et sur ce qui s'en vient. J'ai aussi mis dans le chat pour les essais cliniques. Vous pouvez trouver des essais cliniques dont vous pouvez participer sur notre site web et c'est là. Vous pouvez toujours aller sur notre site web pour voir s'il y a des essais cliniques que vous voulez savoir un peu plus. Et demain, on vous enverra plus d'informations avec le lien pour la vidéo et autres références. Alors, on espère que vous avez trouvé cette conférence éducative et instructive et engageante. Et merci beaucoup à tout le monde et merci beaucoup à vous, Dr. Paraskevas. Merci tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée.